5, 4, 3, 2, 1, top. Bonjour Isabelle Rosen-Marie. J'espère que je prononce bien. Oui, oui, oui. Rosen, c'est un prénom breton et Marie aussi. Donc, ouais, ouais. D'accord. Bonjour Alice. Bonjour. Alors, je suis très très contente de te recevoir comme chaque fois que j'ai un rendez-vous avec un auteur. Tu es l'auteur du mois de septembre, de la rentrée. Et je te remercie. Je voulais rappeler que tu as eu un prix coup de cœur des lecteurs en 2015 pour ton roman Souviens-toi Rose. Et depuis, tu n'as pas arrêté de sortir des livres, donc ça fait seulement 3 ans, tu en as sorti beaucoup. Et après, tu vas nous expliquer comment tu écris, donc vraiment chapeau. Et ton dernier s'appelle Les larmes d'Alissa. Il commence à Ouais. connaître un beau succès sur le top 100. Donc voilà, c'est vraiment d'actualité. C'est pour ça qu'on est là. Tu vas nous en parler. Alors, dans l'intervalle, tu avais sorti deux petits livres avant, souviens-toi, Rose, et c'était Avant les ténèbres et l'oubli, L'héritage des damnés. Ce sont des thrillers fantastiques, on va dire, et du suspense. Après, il y a eu Souviens-toi Rose, et il y a eu le prix. Et après, il y a eu des nouvelles. Tu as sorti également trois romans qui sont une suite pour la jeunesse. Les enfants de Dana, hein, tome 1, tome 2, tome 3. Et actuellement, en janvier 2018, tu as sorti Les larmes d'Alissa. Donc, ce que tu adores, on peut le dire, c'est particulièrement les thrillers fantastiques, le fantastique. Tu es nourri des romans gothiques du 19e, tu adores Lovecraft, et ça parle souvent, moi j'ai lu deux de tes romans, je ne les ai pas tous lus, mais les deux nous parlaient de jeunes filles qui étaient en proie à des tourments divers et très violents. Euh, mais aussi pas seulement des choses qui viennent de la violence qui vient de l'extérieur, mais aussi leurs propres démons intérieurs, leurs hésitations, leurs doutes. Et en plus, pour pimenter un peu tout ça, elles ont des perceptions de monde ultra sensoriel et donc on plonge là, c'est là qu'on arrive dans le fantastique et qu'on sort du thriller. Donc, pourquoi ce goût pour le fantastique? D'où il vient? C'est difficile à dire, mais en fait, j'ai toujours lu ces genres de livres depuis que je suis gamine. Et c'est vrai que j'aime bien sortir un petit peu des livres du quotidien. Je trouve ça plus, enfin, pour moi en tout cas, je trouve que c'est plus intéressant parce on explore des mystères en fait on n'a pas résolu en fait dans la vie, comme la vie après la mort, comme plein de choses. Finalement, l'univers est rempli de mystères et c'est ça que j'ai envie d'explorer, que ce soit dans mes lectures, ou dans l'écriture, ou dans les films que je vais voir aussi, c'est pareil. J'aime bien aller un petit peu au-delà de la réalité parce que je pense qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas encore et voilà, j'ai envie de comprendre ces mystères-là ou d'essayer de les comprendre en tout cas. Je comprends, en fait, peut-être un jour ça sera de la réalité parce qu'on saura les expliquer, mais pour Peut-être. l'instant C'est ce ça qu'a fait reste. Jules Verne à une époque. Il a écrit plein de choses qui se sont révélées plus tard vraies. Hein. Oui, oui. J'en sais rien. Peut-être que oui, peut-être que non. Je dis pas que c'est des croyances que j'ai, mais ça vient de bouquins que j'ai pu lire sur les médiums. Je suis pas médium ni rien. Hein, j'ai rien à voir là-dedans, moi. Mais ouais, ouais, j'ai lu pas mal de bouquins là-dessus et ça titille ma curiosité et mon imagination. Donc ça me donne envie d'écrire là-dessus, en fait. Super. Alors, Alissa, Les larmes d'Alissa, c'est une histoire qui est remplie d'éléments surnaturels, hein, ça c'est évident, mais aussi il y a une espèce de manipulation machiavélique autour de cette jeune fille, hein. Je raconte, je pitch rapidement parce qu'après je vais te poser une question sur la légende. Donc c'est une jeune fille, Alissa, elle vient de perdre son amour au cours d'une bagarre. T'inquiète pas, je vais pas spoiler, hein, mais donc T'inquiète. voilà, il y avait une menace de viol, son petit ami a voulu la sauver et il est mort. Elle peine à s'en remettre. Elle va se rendre dans un petit village de Bretagne. On sait à quel point la Bretagne est riche en légendes et en surnaturel. Et il va y avoir des choses, l'étau va se resserrer autour d'elle. Je ne dis pas ce qu'il va y avoir, mais croyez-moi, on est très malmené dans ce roman par moment. Et donc, tout ça tourne autour d'une légende viking, pardon. Hein, c'est ce qui a donné naissance à ce roman. Alors, est-ce que tu peux nous parler de cette légende? Alors, en fait, il y a deux choses. Il y a une
pas historique, puisque les Vikings ont effectivement envahi la Bretagne dans les années 900, entre 800 et 1000, on va dire. Et c'est à partir de là que le livre a démarré, en fait. C'est à partir du moment où j'ai lu un article là-dessus, j'ai eu envie de faire des recherches là-dessus. Et c'est couplé également à la religion viking, en fait, qui est une mythologie au final. Donc voilà, c'est un petit peu le mix des deux, et c'est vrai que j'ai trouvé intéressant de parler de cette époque-là, parce que j'aime bien aussi explorer l'histoire en règle générale. Il y a plein de choses qui sont intéressantes. Et Alissa, par rapport à cette légende viking, qui est-elle dans la légende? Alors Alissa, en fait, c'est personne en particulier. C'est pas vraiment une légende. C'est pas une légende, en fait. C'est quelque chose que j'ai inventé par rapport à l'invasion viking et par rapport à la religion nordique. Mais il y a une déesse? Il y a une Ah, déesse? oui, il y a une déesse, bien sûr, oui. Ça fait partie de la mythologie nordique. Voilà. Il y a un panthéon, en fait, à ce niveau-là, et elle fait partie, effectivement, de ce panthéon. D'accord. Tu veux pas trop en parler là, en fait. Bah là, ça fait un peu partie de l'événement aussi. Oui, d'accord. Donc, Non, alors, on va arrêter. On va arrêter. Alors bon, restons quand même sur le personnage d'Alissa, parce qu'il y a une multitude de personnages dans ton roman. Donc après, on va parler des personnages secondaires et puis de tous ceux qui gravitent encore autour et de ceux du retour en arrière dans le passé. Mais Alissa elle-même, je pose toujours cette question, est-ce que tu as un ou plusieurs points communs avec elle? Alors, en fait, je dirais que c'est celle de tous mes personnages qui va peut-être me ressembler le moins. Le fait de vouloir comprendre, de vouloir voilà, comprendre un petit peu les mystères et d'avancer. Bon, elle a plus matière à le faire que moi dans mon quotidien, ça c'est évident. Mais voilà, sinon Mais pourquoi tu dis qu'elle te ressemble si peu alors? Qu'est-ce qu'elle a de différent alors? c'est plus sa personnalité qui, à mon avis, est différente de la mienne. C'est quelqu'un d'un peu plus froid, à mon avis. Ouais, c'est quelqu'un sur lequel, je sais pas, j'arrive pas trop à expliquer, mais je me sens pas hyper proche d'elle au niveau du personnage, au niveau de sa personnalité, en fait. Ah oui. Son histoire, je me sens pas hyper proche d'Alice. Et alors, comment tu fais pour construire un personnage qui est comme ça, où tu trouves les résonances parce que tu te projettes beaucoup, puis qu'elle tient quand même, il y a 500 pages dans ce roman, elle est omniprésente, il faut de la richesse de matière pour ce personnage. En fait, au final, oui, c'est vrai que je crée les personnages sur papier. Hein, je ne sais pas comment toi tu fais, mais moi je le fais sur papier. Son âge, sa généalogie, ce qu'elle aime pas, son métier, etc., ses études. Et au bout d'un moment, elle devient toi, bizarrement, et tu arrives à penser, elle pense à travers toi, mais c'est pour autant, c'est pas tes pensées. Donc, je ne peux pas l'expliquer par rapport à elle qui est peut-être très très proche de moi, mais en tout cas, au bout d'un moment, tu deviens elle par la force des choses, en fait. À quel moment tu sens que le personnage a pris vie comme ça? Quand tu arrives à imaginer ce qu'elle peut penser, au final, quand tu connais à peu près ses réactions, en fait, quand tu sais ce qu'elle va pouvoir dire, au final, tu te laisses guider, tu te laisses mener par ce qu'elle peut dire ou penser, en fait, quoi. Oui, oui. Super. Alors écoute, dans les personnages secondaires, il y a beaucoup de personnes. Hein. Alors on a deux grands-mères déjà, donc qui sont très présentes. Hein. La grand-mère de Alissa, et on a une autre grand-mère d'un garçon du roman. Après on a un grand-père. Bon, je ne dis pas trop, mais c'est aussi le flic du roman. C'est ça. Donc c'est un personnage très important. Après, il y a les hommes qui font partie, on va dire, de l'éventail de ces choix amoureux, on va dire comme ça. Hein. On a trois hommes, Jérémie, Geoffrey, Maxime, donc qui sont à la fois, à la fois ils se ressemblent, oui, puisqu'elle est attirée par chacun d'eux pour des raisons différentes, donc ils ont eux des points communs entre eux, mais en fait ils sont très différents. Après, il y a des jeunes filles sacrifiées, on va dire. C'est ça. Des victimes. Emma, Anaïs, Christelle, on a des victimes. Après, on a des personnages secondaires, mais qui sont quand même vachement prégnants et qui sont le tissu social du roman, les habitants du village, des jeunes, des artisans, un curé, des flics, le patron de la boîte, et ils sont présents à chaque fois. Hein. Il y a du monde. Il y a du monde, oui. Et puis, c'est aussi, donc c'est le tissu social, le fond du roman, mais c'est aussi le tissu
du roman lui-même, parce qu'avec leurs doutes et avec leurs réactions, leurs témoignages et le suspense qui les entoure, parce qu'on se pose plein de questions à chaque fois au fur et à mesure que ça avance sur leur probable peut-être intervention dans cette manipulation, etc. Donc ils sont quand même très présents et pourtant ils sont nombreux. Et puis on a aussi les personnages d'il y a 1000 ans, Maëva, John, Tegan, donc ça fait vraiment beaucoup de monde tout ça. Alors ma question, tu l'as dit un peu avec Alissa, mais là, quand il y a autant de personnages, comment est-ce que tu les as construits pour leur donner autant de vie? Comment je les ai construits? Alors, il y en a certains qui me sont inspirés par des acteurs ou par des gens que je peux voir à la télé, par des gens que je connais aussi personnellement. Au bout d'un moment, ça fait un peu comme Alissa, une fois que tu les as un petit peu mis sur le papier et que tu te mets à penser à travers eux, eh bien, ils prennent vie aussi. Et en fait, pour moi, l'intérêt d'un livre, c'est de rentrer dans les personnages, que ce soit toi qui écris ou les gens qui te lisent. Je trouve que c'est super important, quoi, de se projeter dans la peau des gens. Sinon, tu n'as pas d'affinité vraiment avec le livre, quoi. Moi, je peux pas rentrer dans un livre si le personnage ne parle pas, quoi. Et là, comme on arrive peut-être à se mettre dans leur peau parce qu'on voit leurs pensées, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, eh bien, on se met un peu à leur place, parce qu'en tant qu'être humain, on a une part d'ombre et de lumière, tous autant qu'on est. Donc, quelque part, voilà, on peut se sentir proche un peu plus de certains que d'autres. Oui, quand même. Et voilà, c'est un peu, c'est bien de pouvoir parler des paradoxes de l'âme humaine, en fait. Oui. Oui, oui. Alors, il y a un deuxième élément qui est presque, qui joue presque comme des personnages, et qui sont les lieux du roman, qui sont vachement importants. Et on a le village, Douamar, je crois que ça s'appelle. Daoumar, ouais. Comment? Daoumar. Daoumar. Daoumar, pardon, je me rappelais Qui Douamar. n'existe pas en vrai, Ah cherche bon. pas sur une carte. Bon, d'accord. Ouais, parce qu'on a envie, avec il y a un petit creux, il y a la mer, il y a les pêcheurs. Il y a des villages qui ressemblent, Oui, mais ça s'appelle pas comme ça. D'accord. Il y a une chapelle en ruine, il y a une église d'un bourg un peu plus important, et puis il y a des lieux qui n'ont pas forcément de nom, mais des lieux emblématiques. Il y a des voûtes, des tunnels, des souterrains, des bois. On sent l'humus après la pluie, l'océan, on sent les embruns. Enfin, il y a vraiment les lieux sont très importants. Donc, est-ce que ça se passe toujours en Bretagne, tes romans? L'héritage des damnés, non. Ça va être le seul, effectivement, qui n'est pas en Bretagne. Ah, ouais. tous les autres. Et celui que j'écris en ce moment n'est pas en Bretagne non plus. Ah bon? Et oui, tous les autres, effectivement. C'est vrai que la Bretagne m'inspire beaucoup, même s'il y a d'autres lieux que je connais, que j'ai visités, qui me donnent des idées aussi. Mais je trouve que pour l'instant, j'avais des choses à dire à partir de la Bretagne. Tu vis en Bretagne? Oui, j'habite en Bretagne, tout à fait. D'accord. Ouais. D'accord. Et tu sont bretons, et mes parents aussi. Donc, Ah oui, donc c'est dans tes gènes, quoi, la Bretagne. C'est ça. Mais ça s'y prête en même temps au fantastique, c'est sûr. C'est ça. Oui, il y a beaucoup de légendes bretonnes. Ce que j'explore dans Les Enfants de Dana, d'ailleurs, c'est les légendes bretonnes. Oui, là, c'est des légendes nordiques en Bretagne. Bon, voilà. Oui. Alors donc, tous ces éléments se catapultent un petit peu entre le passé et le présent, et aussi les liens familiaux. Tout ça est quand même assez compliqué dans ton roman. Donc, comment t'est venue l'idée et comment tu fabriques ces interactions, donc entre passé et présent, entre les grands-parents, les parents, Là, tu as sauté une génération, carrément, parce que la génération des parents, on ne la voit pas, mais ils sont présents quand même par la répercussion qu'il y a eu sur les enfants. Donc, enfin voilà, comment tu construis toutes ces interactions, je dirais, qui font ensuite la toile Alors déjà à la base, au niveau des relations entre les grands-parents et compagnie, les interactions, comme tu dis, moi j'aime bien aussi explorer les blessures un peu transgénérationnelles. Et ça, c'était dans Souviens-toi Rose, là aussi. Et pour le livre en lui-même, en général, j'ai une idée de départ. Donc là, il y avait les bois, il y avait la chapelle, il y avait l'invasion viking. J'ai à peu près le milieu, j'ai à peu près une fin, et entre tout ça, je me laisse porter, en fait. J'ai pas forcément... ça se recoupe au bout d'un moment, mais j'ai pas forcément de trame avec un
truc écrit à l'avance, chapitre 1, il va se passer ça, et une trame vraiment bien définie, j'ai pas ça. J'arrive pas à fonctionner comme ça. J'ai essayé, je n'y arrive pas. Donc je travaille à l'instinct et j'ai des idées qui me viennent au fur et à mesure. Et c'est ça que j'aime bien parce que ça me surprend moi-même. Comme ça, je sais pas à l'avance que je vais totalement écrire, même si au bout d'un moment, effectivement, je vois où ça va aller. Mais ça me permet d'être surprise moi-même parce que je vais écrire comme quand on lit un livre, en fait. Oui. C'est super important parce que sinon, je crois que je m'ennuierais. Si j'avais vraiment du début à la fin toute la trame du livre, je crois que ce serait compliqué de trouver du plaisir vraiment à le faire. D'accord. Donc là, c'est vraiment une découverte de Tu es ta première lectrice Oui, en gros, en oui, c'est ça. écrivant. Je sais pas du tout comment les autres fonctionnent, comment toi tu fais. Ben, chacun Mais a sa petite sauce, hein, je veux dire. Après, tu as des écoles qui s'affrontent, mais bon, moi, je suis contre les écoles de toute façon, donc aussi. j'ai un peu tout essayé. Et c'est vrai que ce qui compte, c'est de garder le plaisir intact. Donc, Oui. Oui, sinon ça sert à rien d'écrire, hein, c'est clair. mais après, ce qui se met aussi ce qui est en jeu aussi, je dirais, c'est la clarté de la pensée et faire ce que tu fais. Toi, c'est un exercice de saut périlleux parce que C'est très compliqué. Oui. Surtout sur 500 pages. oui, sur 500 Page. Les corrections sont ce qui est le plus compliqué pour moi après. Oui. Effectivement, c'est Oui. vrai que c'est pas simple. Oui. C'est plus simple que tu sais de A à Z où tu vas, par où tu passes. Oui. Comme ça, tu te relis, tout te paraît logique. Moi, c'est pas toujours logique quand je me relis et j'ai beaucoup de travail de relecture. Oui, ben oui, j'imagine, de relecture, de réécriture, de cohérence après, Ouais, c'est ça. oui, et puis en plus de sentiments. Alors après, parce que la première lectrice, c'est toi, c'est sûr, tu as beaucoup de plaisir au moment du premier jet, mais après, tu dois commencer à confondre quand tu les as trop relus. Est-ce que ça, je l'ai déjà dit? Est-ce que c'est ma lecture Oui, précédente? Est-ce que voilà. Et donc, c'est je sûr vois que. tellement, au bout d'un moment, tu sais plus rien. Oui, 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 oui. Tu peux plus voir ton roman en peinture tellement tu l'as relu, lu et relu. Donc, ouais, c'est pas évident, mais Oui, oui. Mais chapeau, parce que vraiment, ça se tient, quoi. Ça se tient super bien, c'est super bien imbriqué, tricoté, etc. Et sans plan, alors vraiment, j'étais persuadée qu'il y avait un super plan, moi. Bon, alors là, maintenant, on arrive au moment où moi, je me fais plaisir, je vais lire un extrait de ton roman. C'est toi c'est qui as tout à fait. choisi l'extrait, mais c'est le tout début du roman. C'est le début, oui. Ouais. Oui. Alissa conduisait comme un automate. Les kilomètres défilaient sans qu'elle s'en aperçoive, mais à travers le brouillard de ses larmes, elle ne voyait rien. Rien en dehors du vide immense qui occupait dorénavant son esprit et vers lequel elle était irrémédiablement tournée. 10 mois s'étaient déjà écoulés depuis la mort tragique de Jérémie, et la culpabilité continuait à la ronger sans relâche. Comment tout cela avait-il pu arriver? Comment le destin avait-il pu les frapper aussi durement, aussi impitoyablement? Pourquoi n'avait-elle rien pu faire? Et surtout, pourquoi Jérémie avait-il croisé sa route? Il serait encore bien vivant sans elle. Malgré le temps écoulé, le sentiment de vide était toujours là, corrosif, béant, silencieux, nauséeux. Chaque matin, l'espace d'une seconde, lorsqu'elle se réveillait, elle était heureuse. La nuit arrivait à engourdir sa souffrance, ainsi que le manque. Puis son sourire la quittait et tout lui revenait en mémoire. Ses journées ressemblaient alors à un interminable cauchemar, lui laissant un goût amer dans la gorge et le sentiment qu'une immonde boule de cendre lui encombrait le ventre. Les images spectrales qui hantaient le vide menacèrent à nouveau de l'engloutir. Elle les repoussa. Il fallait qu'elle oublie. Elle le savait. Tout le monde le lui disait. Un cri d'impuissance, d'injustice et de colère naquit dans son cœur et s'épanouit dans sa gorge à travers un long sanglot douloureux, presque animal. Elle secoua la tête. Des imbéciles tous. Que pouvaient-ils connaître du goût du malheur? L'espace d'un instant, elle envia ses amis leur innocence. Mais elle ne pouvait pas leur en vouloir. Ils ne pouvaient pas savoir. Elle crispa ses doigts autour du volant de la petite Audi que son père lui avait achetée. À cet instant, les murs ceinturant le vide se mirent à craquer. Il en profita pour s'insinuer peu à peu dans le reste de son être, s'infiltrant sournoisement dans ses veines, avant de terminer sa course dans son cœur, déjà à l'agonie. Elle ferma les yeux et son esprit se déconnecta. Les ténèbres, l'oubli. Oui, elle les appelait de tout son être. Qu'ils viennent la chercher afin d'apaiser sa peine immense. Elle ne vit pas le camion.
pas plus qu'elle n'entendit le coup de klaxon désespéré qui tentait de la dévier de sa trajectoire mortelle. Elle ne vit pas non plus les yeux de l'homme s'agrandir d'horreur, ni sa peau devenir livide, pas plus que ses lèvres s'entr'ouvrir en un cri qu'elle ne pouvait entendre. Elle rouvrit les yeux, sur une impulsion subite. Ses pupilles se dilatèrent, les battements de son cœur se déchaînèrent, un cri mourut dans sa gorge. Elle braqua son volant, puis appuya sur la pédale d'accélération avec l'énergie du désespoir. Le hurlement du klaxon du camion siffla dans ses oreilles tandis que son Audi faisait une embardée, puis frôlait la masse d'acier. Alissa actionna son clignotant inutilement, elle était seule sur la route, puis se gara sur le bas-côté. Son souffle était court, sa peau recouverte d'une pellicule de sueur âcre. Son corps tremblait de manière incontrôlée. Elle entendait clairement les battements de son cœur, qui avait très certainement atteint un seuil critique. Bouleversée, elle tourna la tête. Le camion disparaissait déjà au détour d'un virage, poursuivant sa course, comme si rien ne s'était passé. Posa alors sa tête sur son volant et s'abandonna à sa peur, sa colère, sa peine et sa solitude. Le silence dans l'habitacle était pesant, palpable, presque assourdissant. Lorsqu'elle releva la tête, son visage était inondé de larmes. Elle jeta un regard absent vers les bois bordant la route. Les arbres tendaient leurs branches noueuses et dépouillées vers elle, comme une invitation. L'hiver approchait à grands pas et une ombre de mélancolie commençait à envelopper chaque étincelle de vie autour d'elle, plongeant peu à peu la forêt dans un long sommeil régénérateur. Le cœur au bord des lèvres, elle s'interrogea tandis qu'elle prenait peu à peu conscience de la catastrophe à laquelle elle venait d'échapper. Aurait-elle dû laisser l'accident se produire? Pourquoi avait-elle rouvert les yeux? Si elle ne l'avait pas fait, la douleur et le chagrin se seraient éteints en même temps qu'elle. C'est alors qu'elle l'aperçut. Je vais arrêter là. Il y a encore un petit peu, mais moi je préfère rester sur le mystère. Voilà, donc écoute, je me suis régalée. Écoute, j'espère que ça a donné envie à d'autres personnes de lire aussi. Je dis c'était très bien lu, avec la bonne intensité, c'était très bien. Écoute, c'est gentil, ça va, j'espère que ça... Les auteurs sont parfois déçus par la lecture, parce que quand tu écris, tu as peut-être une autre musique dans la tête. Donc, bon. Moi, c'est la mienne. Bon. C'est très bien. Merci. Alors, parlons un peu de l'édition. Où est-ce que tu en es par rapport à l'édition? Parce que ton roman, Souviens-toi Rose, il est quasiment toujours dans le... Enfin, il va et il revient, mais il est très régulièrement dans les premières ventes. Donc, qu'est-ce que ça t'a apporté? Est-ce que tu as d'autres romans? C'est vrai que c'est une niche particulière, le fantastique. C'est vrai. Donc, par rapport aux éditeurs, où est-ce que tu en es? Est-ce que tu as des éditeurs qui te contactent ou pas? Comment tu Alors, vis? Souviens-toi Rose, c'est vrai que j'avais eu des contacts avec un éditeur spécialisé pour ce genre de roman, mais j'avais pas donné suite parce que je voulais rester indépendante au moins sur ce livre-là. Enfin, je voyais pas d'intérêt majeur à partir en librairie avec ce livre-là, puisque pour moi les ventes en numérique me comblaient largement et me suffisaient en fait. Pour le reste, il n'y a que ma série jeunesse qui est en librairie, enfin, le tome 1 et le tome 2. Oui. À Dreamland, qui dépend aussi de édition. Ah, d'accord. Voilà. Et donc, pour les autres, non, j'ai jamais eu d'appel pour les éditer. Voilà. Donc, Mais c'est vrai que c'est un genre particulier. Il n'y a pas forcément, voilà. il n'y a pas énormément d'éditeurs en France qui le font. Pas le triple des éditeurs français, on va dire. Oui. Plus anglo-saxon. Oui, oui. Amazon Publishing ne t'a pas proposé une traduction de Souviens-toi Rose? Non. Moi, j'ai essayé de les pousser un petit peu et au final, j'ai pas eu de réponse. Ils sont pas venus vers moi à ce sujet spécifiquement. Je pense ils ont réfléchi à un moment donné, mais ils avaient plus en tête de la romance à ce moment-là. D'avant la romance. C'est la romance, oui. Si tu écris de la romance, on verra, mais il y a de la romance dans mes livres, mais voilà. Oui, il y a de la romance. C'est de la romance. On peut les qualifier de romance aussi. C'est romance, fantastique, thriller. C'est ça. Ouais. Tu as inventé un genre, mais bon, quand ils se rendront compte que les lectrices de romance, parce qu'il leur faut toujours un temps de décalage, adorent le fantastique romance,
Bon, ben voilà, peut-être qu'ils viendront. Mais bon, c'est pas grave, tu vis ta vie comme ça et c'est très bien. Alors, C'est ce qui fait la zone que j'avais inventé un genre un peu particulier et que je rentrais dans aucune case, en fait. Donc, Twilight, c'est ça, hein, excuse-moi, mais c'est Twilight, ça. c'est ça. Oui, oui. Enfin, tu vois, dans un genre vampire, mais je veux Oui, dire, c'est c'est de le la même romance jeu. fantastique. Mm. Ouais, complètement. Bon, Mm. c'est la France, hein, c'est un peu particulier. Et la France, mais bon, comme je te disais tout à l'heure, hors caméra, je prends les choses comme elles viennent et puis on verra bien, hein, finalement, Oui, pas de oui, souci. tout à fait, tout à fait. Et tu as une très belle place sur la plateforme, c'est très bien. Alors, quel est ton prochain roman? Alors, mon prochain roman, ça va être très différent des autres, mais je suis arrivée qu'au tiers, on va dire, et comme je te disais tout à l'heure, ça fait un moment que j'ai pas écrit. Ça va être plus, il y aura des allers-retours dans le passé également, et il y aura deux narrateurs, on va dire, un garçon et une fille. Donc, le héros principal, c'est pas seulement une jeune fille, c'est même plus un jeune homme au final. Ah, d'accord, d'accord. Le jeune homme est à notre époque et la jeune fille est à une autre époque. Ah, d'accord. Et c'est du fantastique. Ah oui, donc il y a du fantastique à cause de ça. Il y a un petit peu de fantastique, mais c'est aussi un peu scientifique, Ah oui. l'explication. Ah oui, d'accord. Ok. Donc, oui, ça reste une part de mystère, c'est pas quelque chose de la vie de tous les jours, ça c'est Oui, sûr. d'accord. Je crois que je n'arriverai pas à écrire là-dessus. C'est pas la peine que j'essaye, mais il n'y aura pas de fantôme spécifiquement. Les personnages sont très différents. Voilà, j'essaye autre chose, on va dire. D'accord. Est-ce que pour terminer, tu pourrais laisser d'abord, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais dire en particulier? Et sinon, laisser un conseil ou une recette ou un truc à, à d'autres auteurs, à des jeunes auteurs. Les jeunes auteurs, bah déjà qu'ils fassent ce qu'ils aiment, qu'ils écrivent ce qu'ils aiment, qu'ils se forcent pas à écrire des choses qui sont à la mode, qui sont en tendance, parce que sinon, bah, ils vont vite s'ennuyer. Et puis après, effectivement, il faut se faire un petit peu connaître pour pouvoir, parce que c'est pas le tout d'écrire un livre qui est cohérent, qui tient la route, il faut aussi pouvoir se faire connaître. Donc là, il reste les réseaux sociaux, je suis pas non plus tout le temps dessus, mais quand je lance un livre, j'essaie d'y être un peu plus. Les blogs, mais avant tout, se faire plaisir, écrire pour soi. Oui. Et après, le reste suit en règle générale. Hein. Ou pas, peu importe, parce que déjà, tu es gagnant. Si tu t'es fait plaisir, tu es déjà gagnant. Complètement. Oui. Faut que ça reste une sorte de loisir au final, quoi. Bien Mais sûr. bon, il y a des gens qui sont très, très professionnels sur le sujet, mais moi, je reste dans une optique loisir sur mes livres. Oui, parce que tu écris à quel rythme en fait, toi? J'écris uniquement le vendredi quand je suis motivée, donc c'est pas tout le temps. Et j'essaye de faire une vingtaine de pages le vendredi en règle générale. Wow, Une vingtaine de pages de livres. c'est Et énorme. puis, si j'ai pas envie d'écrire le vendredi suivant, j'écris pas. Je fais vraiment selon mes envies. Génial. Voilà. Ben, c'est la liberté. C'est Ça, le plaisir et la liberté. Oui. Parce que ouais. c'est long d'écrire un roman. Donc, si on s'ennuie parce qu'on se force à écrire quelque chose qu'on n'a pas envie d'écrire, après, là, il peut y avoir de la jubilation d'écrire, quel que soit. Il y a des gens qui aiment tout aussi. Donc, Bien sûr. voilà. Moi, ce que j'aime, c'est la littérature de genre et j'aime bien le défi de me lancer dans des genres différents à chaque fois. Tu vois, et D'accord. Oui, d'essayer de saisir qu'est-ce qui fait l'essentiel d'une écriture, par exemple, ben dans la romance, j'en ai jamais écrit, mais bon, par exemple, ou dans le fantastique, ou dans la fantasy, ou dans le polar, ou dans, voilà. Et j'aime bien essayer de dénicher l'écriture qui correspond à un genre, voilà. Ah oui, bien sûr. Voilà. Oui, C'est ça qui m'amuse. C'est un défi qui est Oui, intéressant. voilà. C'est des défis d'écriture. Après, finalement, je pense que les points communs, c'est le fond, en fait. J'ai toujours des personnages qui plus ou moins se ressemblent parce que, voilà. Mais en fait, qui évoluent dans un univers complètement différent. Et c'est ça qui m'amuse. Donc, c'est vrai, ça dépend de. Mais tu as raison, ce qu'il faut, c'est garder le plaisir. Voilà, c'est ça. Oui. Et puis aussi imaginer le plaisir du lecteur aussi qui aura à te lire. Oui. Parce que ça, c'est fondamental aussi. Moi, je crois que les passages où tu ris, les lecteurs vont rire, et les passages où tu pleures, les lecteurs vont pleurer. Ouais, je pense aussi. Mais si tu veux vraiment ils se mettent dans la peau de ton personnage, oui. S'ils arrivent à se projeter. Oui. Pour moi, ce que je faisais tout à l'heure, c'est fondamental de pouvoir se projeter. Oui. Voilà. Bon, ben écoute, Isabelle, Voilà. c'était super. Je te remercie beaucoup pour cet entretien. Vraiment, on sent que tu es quelqu'un d'un peu timide, un peu réservé. Donc, tu as fait, je sais que ça t'a coûté de parler comme ça et d'essayer de nous dévoiler un petit peu tes secrets d'écriture. Et puis, voilà, tu es sorti de ta solitude dans ta Bretagne profonde pour nous parler. Je t'en remercie beaucoup. J'en suis
très touchée. Merci. Et vraiment, je suis très touchée de ça. Et je te remercie beaucoup. Mais c'est moi qui te remercie. Au revoir Isabelle. Au revoir Alice.